les autres le font, donc je peux le faire. Quand tu rencontres des personnes justement qui font plusieurs millions par an, t'as un boost de motivation qui est quand même très très grand, quoi. Tu te dis waouh, ils l'ont fait, ils m'expliquent un peu comment ils font, et c'est impressionnant. Je pense que je suis resté bien trop longtemps dans la vente de formation. C'est un domaine que j'aime beaucoup, mais en fait j'aurais dû plus tôt, je pense, tester. Salut Brian, comment vas-tu ? Salut Damien, ça va très bien et toi ? Bah ça va bien, écoute, c'est toujours un plaisir pour moi sur le podcast Low Why d'interviewer des personnes aussi inspirantes. Alors moi j'ai 42 ans, tout le monde va commencer à le savoir, mon âge, et c'est toujours pour moi le pied de voir des jeunes qui se sont bougés à un âge où pour moi c'était juste passer, avoir le plus haut diplôme, rentrer dans la banque, la plus grande banque, avoir le CDI, avoir le prêt pour ma résidence principale, soit avoir un parcours on va dire assez lambda et voir des personnes de ton âge qui se motivent et qui veulent se donner les moyens d'avoir une vie différente. C'est toujours un kiff pour moi, car même si un entrepreneur ne doit pas se dire et si, des fois, de temps en temps, je me dis si j'avais commencé beaucoup plus tôt, que j'avais eu cette piqûre. Donc, Brian, moi, je suis ravi de te recevoir. On va commencer, si tu veux bien. Est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Bien sûr. Donc moi je m'appelle Brian, je suis développeur web. J'ai fait pas mal de formations en ligne, je continue un peu mais un peu moins en ce moment sur tout ce qui est apprentissage du JavaScript, du langage JavaScript, donc pour créer des sites web finalement. Donc j'ai tout un business, une chaîne YouTube, etc. autour de ça, autour de l'apprentissage du JavaScript. Et maintenant depuis à peu près 1 an, je fais un peu plus de business, un peu plus SaaS, donc c'est-à-dire que je vais créer des sites web moi-même et après je vais les faire vivre, voilà, pour qu'il y ait pas mal d'utilisateurs dessus, etc. Excellent. Et du coup, tu as une communauté aujourd'hui assez importante. Toi, tu as la modestie de ne pas la citer. Pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que du coup, avec la communauté que tu as, tu es écouté par vraiment beaucoup de personnes. C'est une puissance. Tu as combien de personnes dans ta communauté qui te suivent et sur quel réseau ? C'est principalement YouTube. Sur YouTube, il y a 23 000 personnes, je pense. Sur Twitter, il y a 10 000. Et puis voilà, c'est les deux principales. La première question que je vais te poser, c'est quoi ta motivation initiale pour avec les compétences que tu as, ne pas prendre un petit boulot pépère de développeur qui sera bien payé et tout ? C'est quoi ta première motive qui te fait te lever le matin pour avoir une vie différente ? En fait, je sais pas si je le vois comme une vie différente, pour être franc avec toi. C'est juste ce que j'ai voulu faire depuis le départ, en fait. Parce que moi, je me suis jamais vraiment vu en entreprise, jamais bossé en entreprise. J'ai commencé à apprendre le développement en ligne, etc. à partir de mes 14-15 ans, peut-être. J'ai commencé à bosser là-dedans à partir de mes 16 ans. J'avais créé ma micro à mes 16 ans, je me souviens. Et donc j'ai assez rapidement en fait commencé à travailler un peu tout seul, tu vois, et donc j'ai vu cette possibilité là parce qu'elle était concrète, de ne simplement pas avoir d'entreprise autour de moi, de ne pas avoir de cadre autour de moi pour faire ma vie tout simplement. Donc moi j'ai juste suivi ce petit chemin là en fait, et donc j'ai pas voulu après changer de chemin pour aller en entreprise alors que j'étais dans quelque chose qui fonctionnait déjà en fait. En fait, ce que tu veux dire là-dedans, c'est que toi c'est ce que font tout le monde, c'est goûter un peu au salariat. Et toi, c'est le contraire de la personne classique. C'est-à-dire que le salariat, l'entrepreneuriat était une évidence pour toi et le salariat n'était même pas une option, quoi. Oui, parce que moi, j'ai jamais testé le salariat et c'est pas quelque chose pour l'instant que j'ai envie de tester, ça c'est sûr. Excellent. C'est vrai que tu as commencé tellement jeune qu'en fait, le prisme, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'adore avoir sur le why des personnes aussi jeunes et aussi ambitieuses et brillantes. C'est que en fait votre viseur est complètement différent. C'est d'abord je suis entrepreneur et le salariat n'existe pas, quoi. Mais je pense que c'est surtout pas surtout, mais de plus en plus aussi une question de génération. Parce que 20 ans en arrière, tu vois, je pense pas que j'aurais pu faire ça. Alors que là, moi, je suis né dans les années 90, fin 90, j'ai pu faire ça, c'était un peu une évidence, donc ça le devient de plus en plus. Mais je pense pas que 20 ans en arrière, j'aurais appris le développement web aussi facilement, etc., quoi, tu vois. Tu viens, Brian, de me donner un gros coup de vieux, parce qu'en disant 20 ans en arrière, rappelle-moi ton âge.
24. Tu m'as dit Yes. 42, donc 42. normalement c'est 20. C'est ça, c'est-à-dire que quand tu dis 20 ans en arrière, tu parles de la vieille génération dont je fais partie. Pas la vieille, la précédente. Alors oui, on apprenait le COBOL, effectivement. Je pense qu'on l'apprend encore aujourd'hui pour tout ce qui est informatique de gestion d'ailleurs. Donc toi, à 24 ans, t'es ton propre patron. Alors ça fait fantasmer beaucoup de monde, mais c'est quoi toi ton quotidien en tant que patron? Bah, je me fixe des heures quand même, hein. Je fais du 8h, 18h, disons. Enfin, ça dépend les jours, hein, parce que vraiment, moi, je travaille que en asynchrone. J'ai pas de réunion ou quoi avec des clients, avec des utilisateurs ou quoi. Donc moi, je fais que de l'asynchrone, donc je suis vraiment assez flexible au niveau de mon emploi du temps. Mais une journée typique, voilà, je vais définir ce que je fais en début de journée, puis après, c'est soit du code. Quand je travaille sur les SaaS, ou soit c'est de la création de vidéos. Généralement, c'est plutôt le lundi, justement, la création de vidéos pour la semaine. Et puis voilà, quoi. C'est ça. Création de vidéos pour ta chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Tous les lundis matins, je fais une vidéo sur un peu les nouveautés qu'il y a eu dans la semaine par rapport à l'écosystème JavaScript, parce que c'est quelque chose qui évolue assez rapidement. Et donc voilà, je fais une vidéo de veille technologique, en fait, sur la chaîne YouTube tous les lundis. Excellent. C'est quoi ta vision? Parce que là, aujourd'hui, tu dis que t'es plutôt en asynchrone, donc t'as pas d'équipe, tu gères pas d'équipe encore aujourd'hui. C'est quoi ta vision pour demain? C'est en mode plutôt freelance ou c'est en mode gros SaaS avec des équipes de dev, CTO, commerciaux et compagnie, et je me mets en position de CIO au-dessus de tout ça. C'est quoi Est-ce que tu as une vision d'ailleurs, et ça serait quoi du coup ta vision là-dessus? Moi, là, c'est plutôt de développer un SaaS intéressant, quoi, tu vois, qui fasse pas mal de MRR, etc. Est-ce que tu peux définir juste, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, la notion de MRR, Ouais. qui est une notion Alors, très très importante dans le monde des startups, quoi. Ouais, bien sûr, c'est le monthly recurring revenue. Donc en fait, c'est ce que tu gagnes tous les mois de manière automatique en fait, parce qu'un SaaS, c'est un service que les utilisateurs vont payer tous les mois généralement. Et donc sur ce modèle d'abonnement là, on peut déduire un MRR. Donc c'est le total de ce que tu vas recevoir en fait tous les mois si jamais il n'y a pas de nouveaux clients ou que les nouveaux clients ne se désabonnent pas. Donc ça, voilà, c'est un peu la métrique de base d'un SaaS. Et donc ouais, moi j'ai plutôt envie de viser à faire un gros SaaS, mais un gros à mon échelle, tu vois. J'ai pas encore l'esprit d'être un CTO ou un CEO, d'avoir une équipe de dev, etc. Pour l'instant, j'ai envie que ce soit très bootstrap, donc ça veut dire que ce soit que moi qui le fasse et que s'il n'y a pas besoin de fonds qui viennent, quoi que ce soit, quoi, tu vois. Ça s'autofinance et que ça me permette de mieux vivre petit à petit. Donc je vois que à un horizon pour l'instant de 1 ou 2 ans, et après on verra là où ça en est. Yes, donc en fait, il y a deux notions dans les startups qui viennent pas s'opposer, mais qui sont entre guillemets sur deux voies différentes. C'est soit bootstrap, donc ça veut dire je veux pas de lever, je veux tout faire avec. Ça prend plus de temps, on sait que ça va prendre plus de temps, mais je fais tout avec les moyens du bord, c'est-à-dire que je réinvestis, on va dire logiquement, une grosse partie de ce que je gagne, mais je ne vais pas chercher de fonds extérieurs pour avoir sûrement dans ton fantasme pur une 100% de la maîtrise et aucun compte à rendre. J'ai l'impression que après quelques points qu'on a fait ensemble pour préparer le podcast et faire connaissance, toi, ton ikigai, j'ai l'impression que c'est quand même d'avoir de compte à rendre à personne et de mener ta barque tout seul sans qu'on te fasse chier. Si je résume avec mes mots, et du coup, effectivement, quand on lève des fonds, alors vous entendez sûrement des fois, et ça fait fantasmer, des gens qui lèvent 10 millions, 2 millions, 5 millions. Alors là, ça s'est un peu calmé sur la dernière année. Les valos sont un peu baissés. Mais on voit ça. Mais en fait, quand tu lèves 10 millions, ça veut dire que psychologiquement, tu sais que tu vis grâce à la levée de fonds et tu vis pas grâce à tes clients. Et je peux comprendre largement. Il y a des grandes success stories qui ont suivi ta stratégie. Et tu as l'avantage en plus de l'âge et de l'effet de levier de ton travail. Du coup, toi, tu es le seul développeur dans ton SaaS ? Ouais, totalement. Je suis tout seul. Là pour l'instant, je suis sur 2 SaaS. Il y en a un où je suis totalement solo dessus, et un autre où j'ai plutôt le rôle de CTO, on va dire. Mais voilà, sinon, ouais, je suis quand même le seul développeur dans les deux, ouais. Ok, donc
un SaaS. Est-ce que tu peux, pour ceux qui connaîtraient pas, est-ce que tu peux donner le nom d'un SaaS connu pour voir? Je viens de l'IT, donc ça me parle largement, et puis par rapport au projet startup, mais voilà, pour ceux qui connaîtraient pas ça, tu peux nous donner un exemple, voir vraiment ce que ça veut dire la notion de SaaS versus, on va dire, autre activité plus classique? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a tellement que j'ai du mal à en choisir un. Un assez connu, c'est par exemple, enfin en tout cas sur l'écosystème de Twitter, c'est Photo AI. Ça a été créé par Levelzio, qui est un peu le nomade digital numéro 1 en fait. Et ça permet juste de créer des images de soi-même en mettant quelques images. Donc, c'est-à-dire que tu vas mettre 3-4 selfies de toi, et après, il va te régénérer plein d'images que tu as envie. Tu as envie d'une image de toi sur la plage, il va te générer une image de toi sur la plage, et c'est un service que tu vas payer tous les mois, en fait, pour avoir à tout moment n'importe quelle photo, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple de SaaS. Ça, c'est subscription as a service as a subscription, ou l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un modèle d'abonnement avec donc un service qui va être rendu en échange. Yes. En gros, le SaaS, c'est toute plateforme qui vous donne un service, qui donne le même service à un nombre de personnes important, et du coup, ils vont développer. Vous allez avoir. En fait, vous utilisez 80% de vos outils sur des outils SaaS. Ils sont développés une fois pour N personnes. C'est Et ça. du coup, l'avantage, c'est que le scaling derrière, il est énorme puisqu'il ne se limite pas à la taille de votre restaurant, quoi. Exactement. Par exemple, aussi un exemple qui peut être plus connu, c'est Adobe. Avec Adobe Creative Cloud, voilà, on paye un abonnement tous les mois pour avoir accès à Photoshop, à Premiere Pro, ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est également ça. Yes. Et du coup, la difficulté, et là où tu es un visionnaire, c'est que quand on se lance là-dedans, c'est un peu quand on écrit un livre. Il y a le nom, donc livre, on voit ce que ça veut dire. On va à la Fnac, on envoie. Donc le SaaS, c'est pareil. Tu vas sur ton application iPhone, t'envoies plein. Tu vas sur Internet, t'envoies plein. Mais derrière, il faut la remplir. Et là où tu es visionnaire, c'est qu'à ton âge, tu as la maturité de te savoir, je pense, là où tu veux aller. Et savoir que ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Et rester dans la ténacité. Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, comme un sportif de haut niveau, tu restes dans la discipline, puisque, on va pas se mentir, aujourd'hui, si tu es en mode création de ça, c'est que tu es plutôt dans la première partie, c'est pas rémunérateur. Enfin, en tout cas, c'est pas rémunérateur à l'échelle de ton travail. Qu'est-ce qui fait que ton cerveau, à l'intérieur, à un moment, il se dit pas, non, mais c'est bon, trop dur. Non, mais je peux pas être rémunéré comme ça pendant autant de mois, et si ça marche pas, et si... Qu'est-ce qui fait que toi, non, ça existe pas chez toi, je sais où je vais, donc go. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est les success stories dont on a déjà lu, dont on a déjà entendu parler. Moi, je suis pas mal sur Twitter dans l'écosystème justement un peu bootstrap, et donc je vois tous les jours ceux qui build in public, donc ça veut dire qu'ils documentent un peu leur avancée, et ils disent ce qu'ils gagnent, ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Donc en fait, on voit un peu le process des autres personnes qui créent des SaaS, et donc forcément, ça motive et ça démystifie, ce qui est très important aussi. Donc il y a ce point-là où je sais que c'est faisable, quoi. Les autres le font, donc je peux le faire. Et le deuxième point, c'est également qu'à côté de ça, ça fait maintenant quasiment 4 ans que j'ai développé donc Dev Theory, mon business où j'aide les gens à apprendre le JavaScript, etc. Et c'est quelque chose qui tourne un peu tout seul en ce moment, même si je continue à faire des vidéos, je ne fais plus de formation, je vis simplement des formations qui ont déjà été créées. Donc forcément, ça m'apporte une sécurité financière qui me permet de me focus sur d'autres projets que j'ai envie de faire. Et donc là, en l'occurrence, le SaaS. Excellent, maturité. À 20 ans, tu avais déjà anticipé le fait que pour avoir l'esprit tranquille, il faut avoir une sécurité financière. Donc non, j'avais pas anticipé ça. Ah, t'avais pas anticipé, d'accord. Non, j'avais pas anticipé de faire un SaaS après. J'avais juste envie de faire un business. Donc j'avais envie de lancer de la formation en ligne, etc. pour aider les gens. Mais effectivement, ça m'a beaucoup aidé pour justement switcher, quoi. Yes, parce que du coup, il y a un truc qui est très important et toi, t'en as pas besoin. C'est, on dit quand on lance une startup, pourquoi les gens lèvent des fonds? C'est parce qu'en fait, ils ont besoin de savoir combien ils peuvent brûler de cash sans rentrer d'argent. Donc ils disent, c'est bon, j'ai 24 mois de cash que je peux brûler avant de mourir, si jamais je rentre rien. Et toi, en fait, alors par opportunité au final, mais en tout cas, tu as été malin, tu as créé un système indépendant du SaaS, c'est-à-dire que le SaaS marche ou pas, ta société en automatique continue à fonctionner, et c'est celle-là qui te permet
de subvenir à tes besoins, ce qui te donne une certaine tranquillité et oxygène de l'autre côté. Et moi, je suis persuadé, mais dis-moi si tu es d'accord avec moi, Brian, qu'on prend de meilleures décisions quand on n'a pas de souffrance sur l'argent. Et du coup, je pense que dans ton SaaS, tu prends des décisions plus brillantes parce que tu te laisses le temps de faire les choses de façon carrée, quoi. Je pense que c'est le cas. Par exemple, dans le SaaS que j'ai créé tout seul, qui s'appelle Paint Potion, en fait, c'est un outil qui va permettre de créer des illustrations vectorielles. Donc, tu veux dire ce que tu veux, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui marche dans un parc avec son chien, et ça va te créer une illustration vectorielle que tu vas pouvoir utiliser n'importe où tu veux, sur des ads, du marketing, quoi que ce soit, voilà. Et donc ce service-là, je l'ai pas créé de base. J'ai d'abord créé une page un peu de pré-vente en fait, et après j'ai publié cette page de pré-vente. Enfin, j'ai pas payé de la pub, mais j'ai annoncé voilà que j'avais créé tout ça. J'ai promu le projet, et j'ai eu une vingtaine de personnes qui ont pris la pré-vente. Et ce que j'ai fait, c'est que maintenant le site web il est toujours ouvert. Enfin, on peut toujours voir la landing page, etc. de la pré-vente, mais maintenant c'est simplement une mailing list, une liste d'attente en fait. Ce qui fait que là, je suis dans une bêta fermée où je crée le produit avec uniquement 20 personnes. Et ces 20 personnes-là, voilà, elles n'ont pas besoin de repayer, ou j'ai pas besoin d'avoir d'autres personnes qui entrent pour me financer, etc. Là, le but, c'est simplement de créer un très bon produit avec ces 20 personnes-là, que la majorité de ces 20 personnes-là apprécient beaucoup le produit. Et une fois qu'il est créé, et parce que j'ai eu le temps de le créer grâce à DevTheory à côté, et bien là, je vais pouvoir faire une release publique, quoi, un lancement public donc du projet, et vraiment profiter d'avoir plus d'utilisateurs qui vont venir. Mais pour l'instant, effectivement, puisque j'ai pas besoin de fonds, et bien mon focus c'est sur la création de ce produit-là, d'avoir un super produit, quoi. Donc toi là-dessus, ta vision, enfin ton envie, ton ambition, c'est de faire un exit à un moment d'un produit, d'un des deux SaaS par exemple. Oui, je pense. Je sais pas jusqu'à où ça ira, quoi. Je sais pas, tu vois, si jamais ça marche bien, on commencera à embaucher des gens, quoi que ce soit par rapport à tout ça, à déléguer pas mal de tâches, ou s'il y aura une exit plus tôt, j'en sais rien. Mais pour l'instant, le but, c'est clairement de créer un très bon produit, et ensuite on verra où est-ce qu'on s'arrête, quoi. Ouais. Excellent. Pour toi, c'est quoi ta meilleure compétence dans le poste de chef d'entreprise ? Ouais, je sais pas trop, pour être franc, parce que du coup, je dirais un peu l'inverse, que il n'y a pas une compétence, quoi. C'est vraiment plein. Il faut avoir plein de sous-compétences à un niveau au moins moyen pour que tout marche bien, quoi. Tu vois. Après, il va y avoir une ou deux compétences qui vont forcément être beaucoup plus haut. Moi, je pense que c'est le développement, le codage, quoi. Mais c'est pas lié à un chef d'entreprise, c'est lié à ce que je fais en général. Mais il faut être un peu moyen un peu partout, et avoir un ou deux pics de compétences dans certains domaines, et après ça fait de toi, je pense, un bon chef d'entreprise. Du coup, ouais, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu es en monde encore hybride sur tes différents business. C'est-à-dire que tu as plusieurs business, mais tu gères tout, tu es plutôt en mode couteau suisse de tous tes business, quoi. Ouais, je suppose, ouais, j'en ai trois, quoi. J'essaie de pas faire plus, parce que trois, c'est déjà deux de trop, mais ouais, j'en ai trois. Yes. C'est quoi le défaut que tu as le plus de mal à gommer pour le coup, dans ton rôle de chef d'entreprise ? Défaut que j'aurais le plus de mal à gommer, peut-être je sais pas, je dirais peut-être la motivation de temps en temps, mais ça vient, ça repart, ça revient, donc je sais pas si c'est un truc à gommer. Non, peut-être le fait de plus déléguer. Moi, je pense que mon problème, c'est qu'il faudrait que je commence vraiment à déléguer plus de choses, et c'est peut-être ça. Yes. C'est marrant parce que quand je t'entends, j'ai envie de dire que tu sais, souvent dans un entretien, on a le défaut de ses qualités et la qualité de ses défauts. Et j'ai presque envie de dire que dans ton cas, quand j'entends ce que tu dis, ton défaut, ça serait presque ta qualité. C'est-à-dire qu'en gros, si un jour tu savais, on te retirait ta capacité à développer en profondeur, et juste de savoir développer comme un chef de projet ou un directeur de programme, peut-être que ça serait ta meilleure qualité en fait. Je sais pas. Franchement, ça t'obligerait à déléguer en fait. Parce qu'en fait, t'es tellement bon dans ce que tu fais que. Est-ce que le fait de déléguer, c'est quoi qui t'empêche aujourd'hui de déléguer ? Parce qu'en fait, dans les personnes qui nous écoutent, et moi-même, et tout entrepreneur, il y a des choses où on a des blocages pour déléguer. Souvent, c'est des choses où on est bon et on a peur, en fait, on a cette problématique de lâcher prise.
C'est quoi toi, aujourd'hui qui t'empêche de déléguer à une équipe, à au moins une équipe étant au moins un développeur? Bah, c'est ça le truc, c'est qu'il y a, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas forcément assez de travail pour embaucher quelqu'un, quoi, tu vois. Ou même, ce que j'aimerais surtout déléguer, c'est quelques tâches sur Dev Theory, un peu administratives ou de montage, tu vois, publication, etc. Mais c'est des tâches qui sont assez courtes finalement, donc je me dis, je vais pas prendre quelqu'un juste pour une des petites tâches. Et au niveau du développement, ouais, je pense que ça peut être aussi la charge de travail qui est peut-être un peu trop légère pour le moment. Ouais, je dirais ça. Je suis pas sûr, mais je pense. C'est marrant parce que on refera cette interview dans 2-3 ans. Et en fait, ton niveau d'entrepreneuriabilité, il est en train d'exploser. Il est exponentiel entre 20 ans, 24 ans, 26 ans, 28 ans. Et ça me fait penser, par rapport à la vision, à l'entourage, est-ce que tu participes à des masterminds, à des séminaires, à des réunions avec d'autres entrepreneurs? Alors, je sais, ton lieu géographique n'est pas confidentiel. Non, non, pas du tout. Ouais. Du coup, Il change souvent, donc. Ouais, actuellement, je dis ça parce qu'actuellement, tu es en Corée. Ouais. Quelle Corée, je ne sais plus. Ah bah, vaut mieux le sud. Je ne sais pas, parce que tu es là-bas par amour, donc ça peut. Oui. On peut aller n'importe où par amour. Donc, Non, mais il y a pas trop de bonnes universités ou quoi en Corée du Nord, je pense. Donc, non, c'est Corée du Sud. Ouais. tu es en Corée du Sud. Je le sais, puisque c'était compliqué de trouver le bon créneau pour l'enregistrement. Est-ce que tu arrives quand même à faire du coup ces masterminds, des réunions avec des pairs et tout pour voir un peu ce que les autres font dans l'entrepreneuriat, ou t'es en mode vraiment non, je reste dans mon coin et je monte tout seul? Non, ouais, j'en fais un petit peu, mais enfin, on n'appelle pas ça mastermind, mais c'est un peu tout comme. Ouais, j'ai quatre amis avec qui on fait donc des petites réunions qui sont tous aussi soit micro-entrepreneurs, soit en société, etc. Et on fait des petites réunions mensuelles où on se réunit, je pense, 2 heures. Et généralement, on fait ça. En fait, on propose différentes horaires, quoi, et puis on dit là où on est dispo, et puis là où est tout le monde dispo, on le prend. En ce moment, puisque ça fait 3 mois que je suis en Corée du Sud, bah c'est le matin pour eux et en fin de journée pour moi, quoi. Mais généralement, ça se passe bien. Enfin, il n'y a pas de gros soucis d'horaire. Quand c'est Europe, Asie, ça va, il y a toujours un slot disponible. États-Unis, Amérique, Europe, il y a toujours un slot aussi. Et par contre, Amérique et Asie, là, généralement, les slots, c'est vraiment des heures assez extrêmes pour l'un ou pour l'autre. Donc, ce serait là le problème. Mais là, c'est entre Europe et Asie, donc ça va. Nickel. Et du coup, dans ces masterminds, vous évoquez, tu évoques tes problématiques du moment, tu évoques ta vision. Parce qu'on dit souvent, hein, la phrase de Jim Rohn, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Toi, tu t'es créé, en fait, par rapport au fait que tu te déplaces beaucoup, tu t'es créé ça de manière, on va dire, par des visios, quoi, de manière... c'est des gens que tu as rencontrés quand tu étais en France. Comment ça s'est passé? Comment t'as créé ça pour les personnes là, qui nous écoutent et qui seraient plein de bonne volonté, qui se sont lancés, mais qui se sentent un peu perdus au fond de leur ZAC, alors qu'ils ont envie de révolutionner le monde, quoi? Bah, c'est avec quelqu'un que tu connais déjà, c'est Axel Paris. Axel, en fait, il organise depuis 2 ans, je pense maintenant, un événement qui s'appelle La Bulle. En fait, c'est un événement physique, donc, en France, où une dizaine d'entrepreneurs sont invités, enfin, prennent leur place, quoi, pour y aller. Et puis, on se retrouve tous dans une grande maison pendant un week-end, 3 jours. Et puis, on parle un peu de tout, entrepreneuriat, etc. Et donc c'est très intéressant et très chill. C'est vraiment une bonne manière de se faire des amis qui sont dans l'entrepreneuriat, en fait. Et à un moment, ils ont dit, bon, voilà, pour ceux qui sont dispo, pour ceux qui veulent, en fait, est-ce que vous voulez faire des petites réunions, etc., mensuelles? Et il y a donc 4-5 personnes qui ont dit oui, donc j'en faisais partie. Et donc voilà, maintenant, on fait ça depuis quelques mois. Ouais, ça fait quelques mois qu'on fait ça, on n'en rate pas une, et c'est très intéressant. C'est très cool de faire ça. Donc ouais, c'est des personnes que j'ai d'abord rencontrées dans des événements publics, quoi, dans des événements physiques en France. Et après coup, bah, maintenant, on se contacte toujours de manière synchrone, mais en visio. Yeah, c'est excellent. C'est quelque chose. Là, je reviens de Dubaï. J'étais en mastermind et derrière en session de réseautage à fond. Et en fait, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. En fait, il faut aller faire du présentiel. Alors oui, ça va vous coûter un billet.
voire 2 billets, voire 3 billets. Mais j'étais la semaine dernière avec quelqu'un qui s'appelle Maxos Rigotier et qui disait que lui, chaque euro qu'il a investi dans ce genre de présentiel, il a fait le calcul parce que c'est un nombre de chiffres, ça lui rapporte un ratio de 40. C'est-à-dire que chaque euro investi lui rapporte 40 fois. À court, moyen ou long terme, ça lui rapporte cet argent. Donc, vous aurez, bien évidemment, au début, quand tu commences, c'est que tu as zéro, que tu as rentré 1000 balles. Mettre 300, 400, 8 ou 1000 euros dans une place de séminaire, ça paraît cher. Mais le retour sur investissement, les amis, il est juste énorme parce que vous allez vous créer le réseau de personnes qui vous ressemblent. Ou en tout cas, qui ressemblent à la vie que vous avez envie d'avoir demain. Et ensuite, Brian, qui est en Corée du Sud, il continue à faire ses points grâce à ces points d'entrée qu'il a eu pour aller à un endroit qui était sûrement un endroit payant. Donc j'insiste sur le côté que c'est payant parce que je sais que... Alors toi, tu as 24 ans, donc t'es né là-dedans. Donc pour toi, c'est peut-être pas choquant de payer. Moi qui suis rentré là-dedans après 14 ans de salariat, au début, quand j'ai dû payer des séminaires ou des formations en ligne et tout, il y avait une petite douleur avant de comprendre la puissance et du retour sur investissement. C'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que on a des gens qui nous écoutent qui vont trouver que c'est cher parce qu'ils vont se dire tiens, une place de théâtre c'est 30 euros et un séminaire c'est 300, 400, 1000 euros. D'ailleurs, je vous encourage, soit dit en passant, quand vous allez dans des séminaires, à toujours prendre les places VIP. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais c'est une petite astuce. C'est que il y a une sélection par l'argent, elle est vraie, mais ça fait que vous allez avoir des gens qui sont souvent plus motivés. Parce que plus vous payez cher quelque chose, et plus vous avez une sacrée envie de le rentabiliser. Je sais pas ce que tu penses de ça, par exemple. Ouais, je pense que c'est vrai. Après, moi, j'ai jamais fait trop de séminaires assez chers, quoi. Tu vois, plus de 1000 euros, j'ai jamais fait. J'ai plutôt fait des choses où c'était plus en petit comité, et j'ai eu de la chance que ce soit des événements où il y ait une vraie diversité de profils dedans. Parce qu'il y avait des personnes qui faisaient plusieurs millions par an et d'autres qui étaient comme moi, qui faisaient pas du tout autant que ça, tu vois. Donc c'est très inspirant forcément. Mais effectivement, ce que je peux confirmer, c'est le fait que quand tu rencontres des personnes justement qui font plusieurs millions par an, t'as un boost de motivation qui est quand même très très grand, quoi. Tu te dis waouh, ils l'ont fait, ils m'expliquent un peu comment ils font, et c'est impressionnant. Donc ouais, là-dessus je suis d'accord. Yes, vous allez muscler votre cerveau pour vous rendre compte que c'est possible, que c'est des personnes comme vous, mais qu'on bossé. Ah, c'est aussi le but du podcast Le Why, c'est de vous montrer des gens qui sont comme vous, mais voilà, ça tombe pas du ciel à un moment, c'est un passage à l'action. Et c'est itératif, c'est-à-dire qu'il faut itérer. Des fois, il faut se louper. Je suppose que sur ton SaaS, il y a des journées qui sont plus productives que d'autres. C'est la vie de l'entrepreneur. D'ailleurs, à côté de ça, on a parlé du coup SaaS, développement, qui est, j'ai l'impression, une passion pour toi quand même. Mais est-ce que tu as d'autres passions ou tu es mono-tâche, c'est-à-dire, voilà, tant que j'ai pas fait mon premier exit, je ne pense qu'à ça, je ne vis que pour ça et je ne fais que ça, ou tu fais partie des entrepreneurs qui pensent quand même qu'un équilibre est important? Je pense qu'un équilibre est important et j'aurais besoin d'un équilibre. Mais non, j'en ai pas totalement pour l'instant. Je suis plus boulot qu'autre chose, ouais. Mais ça viendra, je pense, oui, effectivement. Soit ça viendra avant un exit, soit ça viendra après, mais ouais. Donc pas de sport à côté du travail? Juste rapidement, quoi, tu vois, une petite session de 10 minutes le matin quand on se réveille, et puis c'est tout, quoi. Ok. Donc le titre du podcast, c'est le Why. Donc on va s'arrêter un moment sur ça. On a parlé de ta motivation. Bon, ok. Mais c'est quoi ton Why? Est-ce que tu as réussi est-ce que tu l'as déjà défini? Est-ce que tu te poses la question ou tu dis je m'en fous? De savoir le vrai pourquoi intérieur que tu fais tout ça et tu as envie par exemple de faire cet exit. Parce que je suis sûr que si tu fais cet exit derrière, tu recrées quelque chose dans les 6 mois qui suivent. C'est quoi en fait ton pourquoi fort qui t'amène à là où on est aujourd'hui et à là où tu vas être dans quelques temps? Je l'ai pas verbalisé. Je l'ai pas verbalisé pour être honnête. Mais si je devais y réfléchir un peu comme ça, je pense que c'est le fait d'avoir le sentiment d'aider les gens. Je pense que c'est
un des trucs principaux. Quand je fais Dev Theory, quand je faisais de la formation en ligne, etc., pour justement un peu me motiver à faire les formations, je me disais que ça allait les aider, quoi. Tu vois, ça allait aider les personnes à créer des bons sites web, à créer des sites web soit plus performants, soit de meilleure qualité ou des choses comme ça. Donc, et là, quand je fais également un SaaS, notamment dans cette bêta fermée, j'ai envie d'aider ces quelques personnes-là justement à avoir un outil qui leur soit super utile, quoi, et qu'après ça puisse aider encore plus de monde derrière. Donc je pense que c'est ça l'un des why principaux, quoi. Excellent. Du coup, c'est aider les gens en créant l'outil que tu aurais aimé avoir peut-être à un certain moment, c'est ça? Peut-être, ouais, ou peut-être pas. Là, le SaaS que je crée en solo, ça vise les creative directors dans les agences de design ou de marketing. Et j'ai jamais été une agence de design ou de marketing, quoi, tu vois. Donc pas forcément, mais ouais, juste aider, quoi, aider le business des gens ou la compétence principale, quoi, comme le développement, quoi. Euh, Du coup, toi, quand tu t'es lancé, t'en étais où dans tes études? Quand je me suis lancé, j'étais au lycée, du coup, quand j'avais 16 ans, quelques, j'étais au lycée. Après le lycée, j'ai fait une école d'informatique, mais j'ai simplement fait 1 an et demi. Je me suis en allé après, car j'ai commencé à faire ce que je considérais comme assez d'argent en ligne, c'est-à-dire 2 000 € par mois. Et donc je me suis arrêté, parce que et également ça m'apprenait pas ce que je voulais, quoi. Enfin, je savais que ce que je voulais apprendre, je pouvais très bien l'apprendre sans cette école-là, en fait, et que cette école-là, elle me permettait surtout d'avoir un diplôme. Et le diplôme, il me permettait quoi? Il me permettait d'être un salarié. Sauf que moi, c'était pas ça que je visais, quoi. C'était pas être salarié que je visais. Donc, dès que j'ai vu que je faisais assez d'argent tout seul, j'ai arrêté cette école d'informatique. Et puis voilà, quoi. C'est les études que j'ai faites. Donc, officiellement, mon maximum, c'est simplement d'avoir le bac. Ok, donc j'ai une question que j'aime bien poser. Tu as répondu un peu, du coup, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de lâcher ses études pour se consacrer à 100% au lancement de sa société? Fais comme moi. D'abord, lance ta société de côté, travaille 1 heure, 2 heures par jour dessus, et quand tu vois que ça marche bien, que tu peux avoir une sécurité financière, quitte tes études. Ok, alors Aaron, mon fils, si tu entends ça, surtout, continue quand même tes études jusqu'au bout. Non, j'adore poser la question parce que ça dépend des personnes. Et ta réponse, elle est très pertinente parce qu'il y a des écoles qu'on fait que pour le salariat. Une école Mhm. d'informatique, clairement, on l'a fait pour le salariat parce que Ah ouais. tu vas apprendre 10 fois plus vite en codant par toi-même qu'en codant en cours, quoi. On va pas se mentir. Après, il y a des Mhm. écoles qu'on fait pour apprendre à apprendre parce une école informatique, elle est assez monotâche. Elle va pas t'apprendre le droit, elle va pas t'apprendre des matières autour et tout ça. Elle t'apprend à apprendre l'informatique. Donc, par contre, il y a des écoles il y a certaines écoles qui vont t'apprendre de manière un peu plus poussée à apprendre de façon généraliste. Et je trouve il y a des écoles qui peuvent plus te muscler ton cerveau. Il y a un truc qui peut être fait Mhm. aussi, enfin, selon moi, c'est tout le réseau de certaines écoles. Du coup, c'est très select, mais il y a certaines grandes écoles où, en fait, ça sera ton réseau de demain. Parce que c'est des écoles qui créent. Alors, ils leur apprennent pas à être chef d'entreprise, mais ils créent les personnes qui vont avoir les plus gros postes, soit dans des très grandes sociétés, soit en mode qui vont créer des très grosses boîtes. Mhm. Je pense à, si on prend HEC Paris, qui est une école connue internationalement. Derrière, t'as le réseau, le carnet d'adresse d'HEC Paris. C'est quelque chose qui est pas mal dans ton boost quand tu vas faire des levées à un moment ou même un exit. Ouais, c'est T'as sûr. forcément dans ton carnet quelqu'un qui connaît un mec en M&A qui va t'aider, qui peut t'aider à faire ton exit. Mais par contre, c'est vrai qu'on a le cas, et c'est pour ça que c'est intéressant, et j'aime bien poser la question à tous les invités. Il y a certaines questions que je pose, où je pose les mêmes questions, parce que ouais, par rapport à une école IT, je suis pour le coup assez d'accord avec toi. Par rapport au côté monotâche de l'école, je pense qu'aujourd'hui, tu mets à l'amende tous les gens qui sont sortis diplômés de ton école par rapport à ce que tu as appris en mode la vraie vie, quoi. Ouais, c'est possible. Après, je sais que si tu vois cette école-là, enfin les autres aussi, elles faisaient pas mal
d'apprentissage de l'informatique, mais tu vois, un peu global. Donc, il y avait du web, il y avait de l'architecture, il y avait du réseau, il y avait de la sécurité, etc. Sauf que quand tu sais que c'est pas ça ce que tu vas faire, quoi. Tu vois, moi, je vais pas faire de la sécurité informatique, je vais pas faire du Linux sur un serveur, quoi que ce soit, et moi, je vais faire du web. Donc, autant me spécialiser tout de suite et puis avoir de l'expérience, etc. Surtout dans le domaine du web, que ce soit le développement, le design, l'UX ou quoi que ce soit, c'est l'expérience qui prime, quoi. Tu t'as beau avoir un diplôme, les gens ils vont regarder ton portfolio, ils vont regarder ce que tu as déjà fait. Donc surtout dans ce domaine-là, on peut se passer d'un diplôme, quoi. Yes. C'est quoi aujourd'hui ta plus grande peur? Ma plus grande peur, écoute, je pense pas en avoir pour le moment, à part le fait de peut-être ne pas avoir assez d'argent d'un coup pour pouvoir justement prendre le temps que je veux prendre pour construire le produit que je veux, quoi, tu vois. Si d'un coup je vois que DevTheory ça marche moins ou que j'arrive pas à avoir assez d'argent justement pour prendre le temps sur la création de SaaS, ouais, ça me ferait quand même un peu peur, quoi. Parce que j'ai envie de pas griller des tables, j'ai envie de faire ça de manière propre. Donc ouais, finalement c'est ça. Donc ça serait quoi de pas avoir assez d'argent, d'un coup de perdre un peu ce que j'ai fait par rapport à DevTheory, quoi. Yes, ok. Ok. T'as des doutes aujourd'hui par rapport à ce que tu mets en place? Je pense pas, parce que assez récemment j'ai changé un peu, justement depuis un an. J'ai fait un peu un pivot entre mon business de vente de formation et la création de SaaS. Et justement, il y a un an, là, j'avais des doutes. Je savais plus trop s'il avait envie de faire des formations, etc. Et donc, ça a mis pas mal de temps un peu à se concrétiser sur le fait que j'avais envie justement de pivoter dans la création de SaaS. Je me suis un peu plus reconcentré sur ce que j'avais vraiment envie de faire, ce que j'aimais faire. Ce que j'aimais faire, c'était développer, quoi. Moi, j'aime beaucoup développer. Et donc, ça faisait quelques années justement que je voyais un peu sur Twitter les personnes donc justement qui créaient des SaaS, etc. Et que j'avais envie de y aller. Donc ouais, ça fait que quelques mois que je me suis lancé dedans. Et donc là, j'ai plus trop de doutes, justement. Là, je suis plutôt motivé à faire tout ça, ouais. Excellent. Et qu'est-ce que tu dirais au Brian qui avait 16 ans quand il a commencé à faire son dev de son côté? Tu lui dirais quoi à ce Brian? Je dirais peut-être d'un point de vue business, entrepreneuriat, de tester plus de choses. Je pense que je suis resté bien trop longtemps dans la vente de formation. C'est un domaine que j'aime beaucoup, mais en fait, j'aurais dû plutôt, je pense, tester plus de choses. Je suis resté dedans pendant 4 ans, et j'aurais bien voulu apprendre même un peu plus. J'aurais bien voulu faire d'autres choses en même temps, ou tester plus de choses, tester plus de business model, tester plus de type d'entrepreneuriat, quoi, plutôt que uniquement de la vente de formation. Je pense que je dirais ça. Ok, excellent. Au petit Brian de 16 ans. Bon, bouge-toi plus, quoi, mince, t'as créé qu'un seul business. Bon, ok, c'est top. Non, mais c'est pas, ouais, reste pas dans la zone de confort que tu viens tout juste de créer, quoi. C'est le premier business que t'as, essaye de voir un peu autre part. C'est ça, ok. Déjà, sois plus ambitieux à 16 ans, quoi. Non, pas moi, plus ambitieux. Moi, je le trouvais déjà pas mal ambitieux, le Brian de 16 ans, mais bon, non, mais c'est fou d'avoir. Non, je trouve ça admirable. Enfin, je suis fan, hein, avoir ce genre de mindset. Déjà que tu as à 24 ans, que tu avais à 16 ans, et la vision que tu aurais, le conseil que tu aurais, c'est ok, et un mindset encore plus costaud à 16 ans. Je suis fan. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 livres qui t'ont marqué dans ta vie, soit d'entrepreneur, d'homme, de passionné? 3 livres. Il y en a un dont je me souviens bien. Et c'est celui qui m'a envie de plus aller justement dans l'univers des SaaS. Le titre est un peu catchy, mais le contenu, je l'aime beaucoup, mais j'aime pas trop le titre qui est un peu trop catchy. C'est The Millionaire Fastlane. Donc l'autoroute du millionnaire, je sais pas le titre français, mais en gros c'est un livre sur l'histoire d'un mec justement qui a créé un
un business assez gros et qui après il a revendu plusieurs millions, puis après il a mis ces millions-là en bourse et maintenant il gagne plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois sans rien faire. Et je me suis dit, waouh, quoi, c'est vraiment la fast lane. Tu crées un business en 5-10 ans, tu as des millions et puis après tu as vraiment un revenu passif jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Sauf s'il y a une grosse crise ou quoi, mais bon, c'est quand même peu probable. Donc j'étais en mode, waouh, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de créer un business. Et c'est pour ça que j'avais commencé du coup à pivoter vers l'univers du SaaS. Donc, je pense que ce serait ce livre-là surtout. Excellent, je vous mets. Alors, ça, c'est un livre que je cite beaucoup et qui est beaucoup cité. Du coup, vous avez le lien dans notre bibliothèque de livres recommandés. Du coup, je rajouterai les livres, Brian, que tu indiques. Alors, celui-là, il y est déjà parce que c'est. Trop bien. C'est un must-have, quoi. Celui-là, c'est quelque chose. Alors, moi, ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est un moment quand. Je sais plus si du coup c'est l'auteur principal, enfin quelqu'un qui va acheter une glace, qui rentre dans sa voiture, il avait une belle voiture et t'as un jeune qui va le voir et qui lui demande juste comment il a fait. Et ça, en fait, moi je me suis fait rire. Alors j'ai pas une voiture aussi belle que lui. Déjà, ça m'intéresse pas forcément, mais j'ai une Tesla et je me suis pris quand même un coup de clé dessus. Et en fait, la personne qui a mis un coup de clé, il m'a mis toute sa frustration à lui sûrement. Son envie. Alors que s'il était venu me demander juste simplement comment j'avais fait pour gagner la Tesla, je lui aurais expliqué sûrement avec grand plaisir et je l'aurais invité à boire un coup, à manger un bout. Parce que, comme tu l'as dit, de toute façon, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est de transmettre. En fait, une fois qu'on a réussi à faire des choses, ou même quand on est en cours de faire, aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est je construis, comme tu disais, et je montre au public ce que je suis en train de faire. Et ça a un succès fou. C'est qu'en fait, il y a une envie de montrer ce qu'on fait et c'est un plaisir quand on a des gens qui sont intéressés à ce qu'on fait. Et moi, dans le livre, ce qui m'avait marqué, tu vois, c'était vraiment cette partie-là de... en fait, va demander aux gens, va t'intéresser aux gens qui ont réussi. Ça revient un peu au mastermind avec Axel qui est déjà passé sur le podcast Le Why. Je vous encourage à aller voir l'interview si vous ne l'avez pas encore vu. C'est aller demander aux gens. Axel, il va toujours en mode très naïf. En séminaire, je l'ai vu le faire avec moi, mais je l'ai vu le faire avec d'autres. Demander aux gens comment t'as fait ça, Et il nous dit dans l'interview, en fait, des fois je sais, mais bon, j'aime bien écouter un autre point de vue. et c'est quelque chose de brillant que j'ai adoré dans ce livre. Donc le livre, il est déjà... Alors 2 autres livres, si t'as des livres de ce niveau-là, on va kiffer. Ouais, alors juste pour revenir sur ce livre-là, justement ce que tu disais, et sur le fait de poser les questions, justement dans ce livre-là, la personne, elle dit que pendant, je sais plus, c'était 2 ans ou 3 ans, elle a été chauffeur de taxi, etc. Et que justement, dès qu'elle voyait des personnes, soit en fin de soirée, ou même juste simplement des personnes depuis l'aéroport ou quoi, qui paraissaient assez riches, etc., et justement, elle leur demandait qu'est-ce que vous faites dans la vie, et puis elle continue à d'autres questions, comment vous avez fait pour faire ça, etc. Et ça lui a donné justement la motivation et ça lui a permis également de démystifier justement ce monde-là et de lui prouver que pour lui aussi il pourrait faire la même chose en fait. Donc ouais, c'est vrai qu'à poser ces questions-là, c'est super important. Ah oui, et d'ailleurs par rapport à ça, je pense que si tu es chauffeur de taxi avec une logique derrière de créer un projet ou de vendre ton projet ou de trouver par exemple des investisseurs, je pense que tu veux trouver des investisseurs, tu fais chauffeur de taxi pendant 3 mois. Je suis sûr que t'as des pépites que tu vas amener à l'aéroport, que tu vas aller chercher, avec qui tu vas discuter. Ils sont à l'intérieur pendant 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et potentiellement, ils ont tout sauf... ils ont envie de discuter, qu'on parle d'eux, et ils vont être choqués d'avoir quelqu'un qui va maîtriser certains sujets... et qui va avoir du répondant technique qui va être différent on va pas se mentir, c'est quoi la météo, t'as vu la grève, il y a vu les gilets jaunes. C'est un truc que j'ai voulu à un moment, je dis pas que je le ferai pas, tester. Pendant quelques... alors honnêtement, j'aime pas assez conduire pour ça à la base, mais de voir avec une certaine logique marketing, les rencontres que tu peux faire et comment tu peux exploiter les rencontres, tu sais, dans une logique d'effet de levier. Là, quand j'étais salarié, j'ai créé de l'effet de levier sur mon salaire en investissant dans l'immobilier de façon assez importante. Je me disais, tiens, j'arrive pas à avoir les augmentations que je veux, je vais profiter de mon salaire pour me créer ma propre augmentation. Et je pense qu'à chaque fois que vous êtes dans un boulot où vous avez l'impression de stagner, mais que vous n'avez pas le courage de quitter ou pas l'envie de quitter, il faut travailler l'effet de levier de la situation actuelle. Et vous êtes concierge dans un grand hôtel, c'est la même.
es concierge d'un grand hôtel, fais traîner la sortie d'un livre intéressant. Tu mets le pied dans la porte comme un bon commercial et n'importe qui va discuter avec toi et va être content. Et je pense, essayez toujours de profiter de la situation. Si vous avez l'impression, alors, on a la vision Brian qui a commencé à 16 ans, qui a 24 ans. Là, vous avez la vision de Damien, 42 ans, 2 enfants, marié. On a forcément, entre guillemets, quand on est marié, qu'on a 2 enfants scolarisés, on a une lourdeur, une latence, on va dire, un temps de latence beaucoup plus important pour prendre une décision. C'est une obligation, c'est comme ça. Et vous êtes peut-être dans cette situation-là. Si pendant ce temps-là, vous faites un levier sur votre situation actuelle, ça peut être super bénéfique. Le coup du taxi, ça m'a chauffé à un moment, mais de faire l'expérience, tu sais, et de la documenter sur YouTube. Tu vois, j'aime bien voir des vidéos de personnes qui documentent. Alors, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps quand c'est bien fait, mais des gens qui documentent sur 6 mois une expérience qu'ils font pour montrer d'où ils partent et le résultat qu'ils ont à la fin. J'avoue que c'est très intéressant. Je pense qu'il y aurait un petit carnet d'adresses après, hein. Mais bon, ça prend du temps. Voilà, c'est ça. Au niveau du temps, on est loin du 20-80 pour le coup. Ouais, non, clairement. Yes, excellent en tout cas. Tu sais que tu viens me donner envie de le relire en fait, ce livre. Ça fait un moment que je l'ai lu et ce dont tu me parles, il y a des choses où je ne me rappelais plus. Et du coup, ça me donne envie d'aller le refeuilleter un petit coup. Il est dans ma bibliothèque juste à côté. Du coup, je suppose que tu as lu beaucoup, puisque celui-là, c'est un de mes livres préférés. Tu me conseillerais quoi d'autre comme livre dans la même veine? Est-ce que tu en as en tête? Alors, au niveau de maturité que tu as, peut-être que tu es trop avancé pour qu'il te parle beaucoup, mais tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. J'ai pas lu, ouais. Qui a un gros pavé, mais qui peut être intéressant. Après, peut-être que tu as un niveau de maturité un peu plus avancé. Moi, je l'ai lu au tout début de mon parcours entrepreneurial, hein, qui était il y a pas tant d'années que ça. Après, dans le même style, tu as Les secrets d'un esprit millionnaire. Je l'ai pas lu non plus. Ouais, tu verras, je t'enverrai le lien. Moi, je vais aller voir la liste, moi. En fait, ce que j'ai fait, parce que tout le monde me demandait à droite, à gauche, là, j'ai fait une liste des livres qu'on me propose dans les interviews. Parce que je pose toujours cette question, et les livres que moi je propose aux membres, par exemple, de mes programmes. Et Secret d'un esprit millionnaire, c'est pas mal par rapport à ce que si tu as aimé le côté, on fait de l'argent et on travaille son argent, je pense que celui-là, il peut être intéressant. Ok, merci. Et un autre livre que j'ai en tête, le troisième, je ne sais pas encore, mais un autre livre que j'ai en tête, c'est de Alex Hormozy, le fameux, c'est 100 Million... le premier 100 Million, je me souviens plus le nom exact, mais en gros c'est le fait de créer une offre, quoi. Créer une offre si irrésistible que les personnes ne peuvent pas dire non, et donc il donne tout un process, quoi, tout un process assez détaillé et très bien expliqué sur comment créer une superbe offre, et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que moi qui suis pas un marketeur, qui suis pas qui est pas du tout de connaissances, qui n'avait pas du tout de connaissances dans ce domaine-là, ça m'a permis de mieux structurer les offres que je propose, et donc je trouve que c'est un super truc. Une fois qu'on sait un peu où aller pour structurer une offre, je trouve que c'est un super livre. Excellent, parce que, alors, on n'a pas fait exprès. Et alors, un truc qui est important, c'est que, sauf quand j'ai un invité qui me demande les questions que je vais poser, j'aime bien ne pas envoyer les questions, tout comme quand je suis interviewé chez quelqu'un, j'aime bien ne pas recevoir les questions à l'avance. Du coup, on n'a pas préparé, mais ce livre-là, je suis en train de le lire en ce moment, parce que sur mes offres... je suis pas assez marketeur en fait. Je veux tellement le bien des gens que je suis pas assez sexy. Je suis trop dans le concret et la rationalité. Je suis quelqu'un de très rationnel. Et on m'a conseillé, donc quelqu'un qui est passé dans le podcast, tiens, Rémi. Aussi, vous avez l'interview de Rémi alors pareil, tu vois. Alors je vais vous dire les secrets, mais en fait, il y a de la congruence dans ce qu'on se dit, d'accord. Donc ce qu'on se dit là, on le fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est passé avec Rémi? Je l'ai interviewé parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, mais on se fait aussi des petites séances de mastermind. Et du coup, on a parlé, je lui ai expliqué certaines choses, et il m'a dit, lis ce livre. Du coup, je ne me prends pas la tête. Quelqu'un que j'apprécie, que j'estime, qui est pour moi très pertinent, me dit, lis ça, Damien, ça va être une recette. Du coup, là, je suis en train de... Il m'a dit ça juste avant mon départ à Dubaï. Du coup, je l'ai pris après en mastermind.
très fatigant, donc c'est un peu dur de lire parce que c'est un livre à lire, pas comme un roman, mais vraiment comme une mise en application directe. Ouais. Et du coup, je suis en train de le voir pour... donc la phrase exacte, c'est créer une offre que votre prospect se sentirait bête de ne pas acheter. Et moi, je suis tellement cartésien que, en fait, on dit là-dessus, il va falloir vendre le produit, mais surtout la destination. Et moi, j'ai tendance à vendre le produit et pas forcément la destination. C'est un de mes défauts. Et c'est aussi quelque chose d'important, c'est de savoir ses défauts, parce qu'on ne peut progresser que si on est lucide sur ses défauts. Donc excellent ce livre, je vous mettrai il n'est pas encore dans la liste, mais je vous le mettrai. Là, on est plus quand vous êtes dans une logique de... vous avez déjà votre business et vous voulez... en fait, vous avez un diamant, vous avez besoin que l'emballage soit beau aussi, que tout soit... Vous savez que votre diamant... Moi, mon problème, c'est que je sais que je délivre, que je sais la qualité de ce que je propose. Mais on s'en fout, en fait. Tu peux avoir le meilleur restaurant du monde. Si jamais il n'y a pas tout ce qui va autour pour faire venir les personnes, et ça, il t'apprend à le faire, à faire en sorte de faire l'offre la plus sexy, donc de mettre l'emballage qui va avec le diamant pour qu'on ait envie d'aller acheter ce diamant. Donc excellent, pépite numéro 2, je valide 100% Brian. Et en discutant, du coup, je t'ai laissé le temps de réfléchir à la troisième. Oh, bah écoute, je l'ai pas forcément, mais pour rebondir sur ce deuxième livre, du coup, Alexandre Mozy, il a sorti le numéro 2 de ce livre-là, qui s'appelle 100 Million Dollar Leads. Donc en gros, c'est pour avoir, c'est tout son process à lui, une fois que l'offre est créée, donc le bouquin numéro 1, et bien comment en fait avoir des prospects, quoi. Et donc ce livre-là va normalement expliquer, je l'ai pas encore lu, il faut que je lise, comment avoir des prospects pour avoir un produit à 100 millions de dollars, quoi, de CA. Donc ouais, je pense que le troisième livre serait celui-là, même si je l'ai pas encore lu, mais je suis sûr que c'est une pépite. Vu que le 1 est une pépite, je suis sûr que le 2 aussi. Et ce gars-là, alors que je suivais pas, en toute transparence, c'est une pépite de suivre ce qu'il fait en marketing, en fait. J'étais pas allé à il a fait un webinaire où son livre est le début d'un tunnel, etc. Et à première vue, ça aussi c'est intéressant. Il y a les livres. Ok, mais j'aime pas lire, Damien. Alors déjà, si t'aimes pas lire, il y a de l'audible. Moi, par exemple, j'aime bien lire, mais je n'arrive pas à écouter les livres. Moi, j'ai mon esprit qui s'en va. Mais si t'aimes pas lire, il y a des vidéos. Et après, il y a suivre des gens. Tu vois, tu vas suivre des gens inspirants. Et ce gars-là, potentiellement, si t'as envie de te lancer en marketing, tu sais pas trop comment faire, à première vue, c'est c'est un cours de marketing dès qu'il fait quelque chose. Donc, c'est aussi une manière d'aller... vous avez personne autour de vous pour l'instant, vous n'avez pas de séminaire où aller. Ok, vous listez 5 personnes qui vont être votre groupe de mastermind virtuel. Vous n'avez pas besoin de les connaître, tant pis, vous ne les connaîtrez pas au début. Moi, mon premier mentor, je ne le connaissais pas. J'ai lu un livre et j'ai appliqué ces choses. Et quelques années après, je l'ai connu. C'est comme ça. On fait avec les moyens du bord, mais on fait quand même. Et aujourd'hui, vous prenez 5 personnes, vous les suivez comme si c'était vos potes. Vous les suivez sur les réseaux, vous regardez ce qu'ils font. Essayez de leur envoyer des messages. Mais vous pouvez vous créer cette première barrière. Et effectivement, il y a 20 ans, c'était un peu plus compliqué de mettre tout ça en place. Même si... ce ne sont que des prétextes, parce qu'il y en a il y a 20 ans qui ont réussi à faire des choses vraiment très admirables. Oui. Excellent du coup pour les livres. Je valide à 100% tes choix, donc ça c'est top. Alors j'ai une question. Je ne sais pas si tu vas être à l'aise pour la réponse, mais j'aime bien la poser quand même. Moi, ce qui m'a motivé à faire ce podcast, Brian, c'est que donc j'ai travaillé pendant 14 ans en banque en étant salarié. Et je sais ce qui se passe des fois dans les gens qui vont nous écouter. Il y a des gens il y a plusieurs maturités de personnes. Donc il y a ceux qui sont déjà lancés, qui font déjà soit quelques dizaines de milliers d'euros, soit centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions. Mais il y en a, ils ont lancé leur business, side project à côté de leur salariat. Ils ont encore cette prison dorée. Et c'est dur de se lancer parce que des fois, tu as une famille, des fois, tu as des enfants et tu te dis, ok, mais si je me lance et que ça ne marche pas, comment je fais ? Et moi, j'ai été dans cette situation pendant un long moment. À retourner en banque, on est bien payé, on est quand même bien choyé, on a pas mal de vacances et tout. Et j'écoutais des podcasts, mais voilà, je coupais le podcast à la fin quand j'arrivais en bas du bureau et je retournais à ma journée, réunion sur réunion, etc. Et du coup,
qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui est dans sa prison dorée, qui a une envie mathématique, j'ai envie de dire, de se lancer. Parce que quelqu'un qui n'aurait pas envie de se lancer, et c'est pour ça que je pose toujours cette question vers la fin du podcast, parce que quelqu'un qui n'aurait pas envie de se lancer ne serait pas en train de nous écouter après plus d'1 heure d'enregistrement. Sauf si vraiment il n'a pas de respect pour son temps. Ou alors il apprécie vraiment ce qu'on dit, un truc de ouf. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc dans son cerveau qui est en train de se passer, mais voilà, tu lui dirais quoi à cette personne ? Bah, c'est comme ce que tu dis, c'est-à-dire que pour sûr, cette personne, il faut qu'elle se lance, sinon elle le regrettera quoi, toute sa vie. Moi, j'ai pas, je peux juste comparer avec mon expérience dans laquelle j'étais pas en salariat, mais est-ce que je peux comparer ça avec les études, quoi, tu vois, où j'étais dans un cadre où le matin je me levais, j'allais en cours, etc. Et sur le côté, bah, je faisais un peu mon business, etc. Et à un moment où du coup j'ai arrêté ça, malgré le fait que mes parents n'aient pas forcément envie ou quoi, tu vois. Il y a forcément des gens autour de vous qui vont pas être d'accord avec cette décision-là. Mais en fait, la personne qui connaît le mieux le contexte de votre vie, bah, c'est vous-même. Donc si vous savez que vous avez l'argent nécessaire sur le côté pour pouvoir vivre pas mal de temps, etc., ou même que vous avez toujours une rentrée d'argent d'une manière ou d'une autre, ben pour le coup, ça vaut tellement le coup de tester, quoi. Enfin, c'est juste la meilleure chose qui soit de se lever le matin et de faire exactement ce dont on a envie soi-même. Donc moi, je pense qu'il faut tester ça, mais il faut quand même toujours avoir une sécurité sur le côté, quoi. Il faut pas se lancer, je pense, dans une falaise, quoi. C'est pas une falaise. Ça descend un peu forcément au début, mais c'est pas une falaise, quoi. Donc il faut quand même se faire une petite sécurité. Excellent, ouais, tout à fait. Matelas de sécurité, et en fait exactement ce que tu conseilles, ce que tu as fait, donc congruence encore une fois. Oui. C'est top. Ouais, matelas de sécurité, bien évidemment. Tous ceux qui vous entendrez dire brûler le bateau, c'est pas grave et tout. Bon, c'est qu'ils avaient pas de bateau en fait à la base à brûler. Donc c'est toujours plus facile de brûler un bateau qu'on n'a pas. Donc c'est pas méchant, mais c'est la vie. Si tu gagnes 1400 balles par mois ou 1500 balles par mois, t'as pas de bateau à brûler, quoi. Tu retournes chez McDo, tu gagnes la même chose. Donc c'est ce que je dis là, c'est juste très factuel. Quand on a un vrai bateau à brûler, on fait plutôt ce que tu as dit, effectivement, c'est on va créer ce matelas de sécurité. Et n'oubliez pas, les amis, moi, ce que j'appelle la valeur marchande. Si vous aviez une valeur marchande à un instant T et que vous entreprenez, même si ça ne marchait pas, vous aurez toujours une valeur marchande qui sera juste un peu plus forte parce que vous allez apprendre de nouvelles compétences en entreprenant. Donc, vous n'allez pas... en fait, le danger, il est fictif parce que vous pourrez toujours retourner dans le salariat, même si je pense que c'est très compliqué de revenir en arrière. Et surtout, il n'y a aucune raison. Comme disait Brian, des fois on pivote, mais... sur le principe, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas si vous faites bien les choses. On arrive à la fin de ce podcast. Il me reste encore deux questions. La première, c'est si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi dans ta vie ? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je changerais ? Je sais pas exactement. Là, tout de suite, parce que je suis en Corée du Sud, je pense que je changerais la situation géographique. J'irais peut-être en Thaïlande ou en Indonésie parce qu'il fait bien plus chaud qu'ici. Il fait assez froid en Corée du Sud, puis il pleut en plus. Ouais, c'est pas le meilleur endroit dans ces mois-là. Mais d'un point de vue business, pour être franc, je sais pas trop. Pour l'instant, je suis sur une bonne lancée, quoi, tu vois, où je sais ce que je fais pas mal de petits plans par rapport à la création de mon produit, par rapport au retour utilisateur, etc. Donc, pour l'instant, je suis sur une bonne lancée. Il n'y a pas de modifications à faire. Il y en aura très probablement qui vont arriver. Il y aura des petits murs, des petits obstacles. Mais bon, pour l'instant, ça roule. Excellent. Donc la dernière chose, on arrive à la fin du podcast. Je te remercie vraiment pour la qualité de l'échange. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Et il est tradition dans ce podcast, dans le podcast Le Why, que ça soit l'invité qui est le mot de la fin. Donc, je vais te laisser quelques instants pour pouvoir réfléchir. Moi, je vais conclure avec les personnes qui nous écoutent. Et tu auras le mot de la fin, inspirant, je suis sûr, pour finir. En tout cas, je te remercie pour ta présence. C'était vraiment un kiff de recevoir Brian, de recevoir des jeunes qui ont un viseur de malade. Et je me dis, toi, à 42 ans, t'es
t'es dans les étoiles, mais un truc de fou, quoi. Et en tout cas, si vous avez aimé le podcast, la meilleure façon de nous le dire, c'est de mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous et likez la vidéo. Mettez-nous en commentaire, mettez-nous en commentaire le mot étoile. Si vous êtes là jusqu'à la fin, ça montrera que vous êtes super motivé. Mettez le mot étoile en commentaire. Et surtout, si vous abonnez-vous, likez, nous, ça nous permet de remonter. Et vous savez ce que c'est, hein, c'est un jeu de référentiel. Plus on remonte dans les algorithmes, sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, et plus on est visible et plus on va pouvoir aller chercher des trucs de ouf, les amis. Donc, je vous souhaite le meilleur et je laisse le mot de la fin à Brian. Le mot de la fin, ce sera stratégie. Je pense que c'est intéressant d'avoir des objectifs à moyen et long terme. Et je pense que sans avoir une stratégie de trimestre et d'année, je ne serais pas arrivé là où je suis actuellement. Donc je conseille à tout le monde d'avoir une vie stratégie, notamment des objectifs de trimestre et des objectifs annuels.